Nous allons débuter. Alors, nous avons un panel super intéressant ce matin. Bonjour, je m'appelle Debbie Douglas et bienvenue à notre webinaire sur le projet de loi C2. Je reconnais le territoire sur lequel je me trouve. Depuis des milliers d'années, il s'agit du territoire traditionnel des Huron-Wendat, des Sénéca et des Mississaugas des Crédits. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre abrite encore de nombreux peuples autochtones de toute l'île de la Tortue. Je reconnais la relation durable entre les peuples autochtones et ce territoire et je respecte les accords conclus, notamment le traité numéro 13. Bienvenue à cette importante conversation sur le secteur des services aux immigrants et aux réfugiés. Nous considérons que les politiques publiques sont au cœur de notre action en tant qu'organisation sectorielle dans le domaine des services aux nouveaux arrivants au Canada, ainsi que dans le droit des droits de la personne et nos obligations internationales envers les réfugiés et les migrants et migrantes. En tant que secteur, nous avons l'obligation de nous informer sur les questions de politique publique et de faire part de nos préoccupations aux décideurs. Nous saluons les efforts de toutes les organisations faîtières du secteur à travers le pays dans leurs régions respectives, inscrites dans les cadres des initiatives collectives telles que ce webinaire. OCACI tient à remercier CCR, Conseil canadien, pour les réfugiés, notre organisation nationale ainsi que nos organisations sœurs à l'échelle pannationale. Ça comprend AMSA de la Colombie-Britannique, AISA de l'Alberta, SAISA de la Saskatchewan, MANSO du Manitoba, TCRI du Québec et ARESA de la région de l'Atlantique. Interprète, je vous présente mes excuses que je viens de prononcer tous ces acronymes, alors je sais que ce n'est pas évident à le faire, surtout pour nos interprètes de ASL. J'aimerais aussi reconnaître nos collègues du secteur au Yukon, dans les TNO et au Nunavut. Merci beaucoup d'avoir coparrainé l'événement d'aujourd'hui. C'est le plaisir d'accueillir notre brillante modératrice, Guram Srinivasan, co-directrice générale du Conseil canadien pour les réfugiés. Gori a une longue et riche expérience en matière de politique et de plaidoirie. Vous trouvez plus de détails à ce sujet dans sa biographie. Vous pouvez vous référer à le lien qui se trouve dans la boîte à clavardage. Merci, Corey. Vous avez la parole. Merci pour cette belle accueil. Bonjour à tous et toutes, je suis Gori et je vous parle du territoire non cédé Algonquin de Toronto. C'est un plaisir de pouvoir modérer le panel aujourd'hui, de pouvoir vous accueillir à vous tous et du fait que vous allez pouvoir tirer des leçons et pouvoir vraiment vous dynamiser pour exiger que le gouvernement retire ce projet du loi. Je vais vous offrir des propos préliminaires, mettre la table vis-à-vis le sujet, pour vous offrir un survol du projet de loi C2. Par la suite, je vais poser des questions aux panélistes pour qu'ils partagent leurs inquiétudes. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et par la suite, nous allons passer à une période de questions-réponses. Et de cette manière, les auditoires vont, vont pouvoir poser leurs questions par le biais de la boîte à clavardage. Alors, c'est un plaisir de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. On voit que vous êtes en grand nombre. Alors, c'était très important de pouvoir travailler en partenariat avec toutes nos organisations à l'échelle nationale. Alors, à l'échelle globale, le projet de loi C2 touche justement sur la manière dont le Canada va répondre aux demandeurs d'asile, réfugiés. Mais c'est très important de garder à l'esprit qu'on fait face à un contexte forcé d'immigration, que ce soit en matière de changement climatique, des guerres, la crise humanitaire et autres. Alors, il y a un besoin accru de la part de la communauté internationale de reconnaître le contexte auquel les gens se retrouvent, une migration qui est forcée et
causés par des facteurs externes. Et on fait pas face à cela parce qu'on est entouré de la mer. Mais on doit prendre en compte les populations ou les besoins des populations en déplacement. Je sais que plusieurs d'entre vous l'ont vu par les- vos propres expériences et les populations auxquelles vous desservez. Alors, au cours des derniers 2 ans, on voit justement des réfugiés, des étudiants. On fait face à des politiques qui ont échoué, le manquement d'investissement. Cela a mené vraiment à une crise réelle en matière d'habitation abordable, euh, une- euh, le manque d'accès aux services de santé et aux services sociaux. C'est quelque chose que la population racialisée ressent au Canada. Mais les migrants et réfugiés et les nouveaux arrivants font face à ces défis. Ce pas des crises qu'ils ont lancées, mais on voit justement l'essor de le sentiment anti-immigrant. Et ça, c'est le contexte auquel on se retrouve présentement. Et par la suite, nous avons eu une élection fédérale avec un mandat qui découlait justement d'engagement pour défendre la souveraineté canadienne et l'identité canadienne dans un contexte d'une guerre commerciale avec les États-Unis et du fait qu'on a été menacés de devenir leur 51e État. Mais depuis les élections, le gouvernement s'est arrimé justement de pouvoir alimenter ce sentiment anti-immigrant et de couper l'initiative nécessaire. Et puis maintenant, il vient de déposer un projet de loi qui vise justement de donner des pouvoirs dans différents domaines. Alors, le projet de loi C2, on a une inquiétude, il y avait beaucoup. On voit justement, c'est un projet de loi omnibus parce que ça couvre plusieurs domaines. Ça modifie plus d'une douzaine de lois. Et comme ça entend de la part de nos panélistes, alors ça représente un danger important pour plusieurs immigrants et immigrantes. Alors, il y a beaucoup en jeu pour ceux et celles qui travaillent dans le secteur et qui travaillent dans l'immigration et les réfugiés et les différentes organisations connexes. On veut se demander où le projet se trouve présentement. Alors, elle se retrouve à quel stade dans le processus parlementaire? Il est important de prendre en compte, ce n'est pas encore une loi, c'est un projet de loi qui a été déposé. La deuxième lecture est présentement en cours et ces travaux vont recommencer le 15 septembre. Alors, la Chambre de communes va pouvoir voter si ça va être envoyé à son étude. Possa- Possiblement, ça va se produire. Alors, on va voir que cet examen va avoir lieu lors de séance de l'automne juste à Noël. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se produire et si ça va être envoyé au Sénat ou pas. Alors, il va y avoir un vote qui va avoir lieu lors de la deuxième lecture. Alors, les députés vont pouvoir voter sur ce projet de loi et dépendant de la conclusion, le résultat de ce vote, ça va être renvoyé. Alors, il y a une réunion du caucus. Alors, ça va avoir lieu avant la rentrée parlementaire, mais on commence à voir déjà que l'opposition au projet de loi est en train d'avoir une incidence au sein du caucus du Parti libéral. Et on sait que plusieurs députés vont prendre la parole lors du caucus libéral et d'exprimer leur opposition au projet de loi. Alors, c'est un moment charnière lorsque les leaders de tous les partis sont en train de prendre le pouls pour comprendre comment les gens sont en train de répondre à ce projet de loi, quels sont les besoins, qu'est-ce que nous avons besoin en tant que parti. Le résultat n'est pas très certain. Alors, la communauté se retrouve où? Le secteur que nous représentons sur l'appel en travaillant avec des réfugiés, des immigrants, des personnes non documentées, sont positionnés contre, à 100% contre le projet de loi.
Mais nous avons travaillé avec d'autres organisations sectorielles, puis avec le secteur universitaire et d'autres du secteur de la santé, des libertés civiles, ceux qui travaillent pour, pour assurer l'équité des gens. Alors, on continue à faire ce rayonnement. Nous avons justement une coalition qui a été mise en place, un réseau qui se rassemble en train de convoquer d'autres groupes. Il y a des événements qui vont avoir lieu au Québec. Il y a des plans pour mettre de l'avant le projet de loi C2 avant la rentrée parlementaire. Alors, les organisations des organismes civils sont en train de travailler sur l'appel le message et le suivant. On veut retirer le projet de loi. On veut parler différents aléas que ce projet de loi représente, puis on aimerait l'arrêter. Alors, ça vous donne un contexte. Et ça, c'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, pour voir quels renseignements vous avez besoin, comment cela peut avoir une incidence sur votre travail et comment vous pourriez vous impliquer. Nous avons des ressources que peut-être qu'on va partager lors de cette séance, mais déjà, CCR, OCASE et les autres organisations qui sont en ligne aujourd'hui, ont encouragé nos membres à agir. Il y a une lettre qui a été lancée par Amnesty International, par la Commission, par le réseau des droits libres. Alors, de cette manière, vous pouvez contacter vo- votre député pour leur demander de voter contre le projet de loi pour qu'il soit rejeté. Alors ça vous donne une idée du contexte. J'aimerais maintenant me tourner aux panélistes. On est ravis de pouvoir les accueillir aujourd'hui. Nous avons Tamira de la société, nous avons Lisa Broner et elle travaille avec UBC, mais aussi une consultante qui travaillait aussi avec ABSA. Alors, ce sont tous des experts. Alors, ils ont tous parlé du projet de loi. Alors, je vais demander à chacun de nos panélistes de donner le coup d'envoi avec leurs propos préliminaires. Alors que la question que j'ai pour chacun d'entre vous, en sachant le contexte politique, qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui pour les Canadiens et Canadiens et pourquoi le secteur des services aux réfugiés aux nouveaux arrivants devrait-il y prêter attention? Dipa, on va commencer avec vous. J'aimerais vous remercier pour l'invitation aujourd'hui. Tel que mentionné par Gary, alors je suis de Barbara Glass avec The Barbara Schlever Commemorative Clinic. Alors, on travaille survivants et survivantes et plusieurs des survivants et survivantes avec qui nous travaillons sont des nouveaux arrivants, des réfugiés et des personnes qui n'ont pas de statut reconnu. Alors, le projet de loi C2, ça a été encadré ou présenté comme une mesure de pouvoir rehausser les frontières. Alors, une des inquiétudes que j'aimerais vous soulever pour qu'on puisse le remettre en question. Quelle sécurité préconisée et, et qu'est-ce que ça veut dire exactement de rehausser la sécurité de nos frontières? Suite à une lecture du projet de loi et des implications qui en découlent, je crois que le projet de loi représente, avec ses modifications, l'érosion des droits de la personne. Alors, un des défis les plus importants pour les organisations telles que la nôtre, qui travaillent avec les clients dans une conjoncture juridique, qui offre la représentation juridique. Alors, c'est des individus qui sont en train de passer à travers un système pour pouvoir obtenir un statut reconnu. Mais on a une inquiétude vis-à-vis le processus et tous les changements des échéanciers. Puis ça, c'est une inquiétude qui nous inquiète justement, ça, c'est du fait d'avoir accès à aucune demande. Et cela veut dire que vous n'avez pas justement l'application régulière de la loi disponible. Mais un élément devrait prendre en compte est le suivant, c'est tout en matière de la vie privée et l'accès à la justice. Je suis fort inquiète et je vous invite à regarder le projet de loi et la section qui porte justement à l'accès au renseignement que les forces d'ordre peuvent accéder.
Et je sais que la première lecture pourrait vous penser justement des compagnies téléphoniques, les banques, des institutions financières de ce genre. Cependant, qu'est-ce qui est fort préoccupant pour moi est le point suivant. Il y a une disposition dans ce projet de loi qui permettrait le- les forces d'ordre d'avoir accès à des renseignements, les renseignements que nous détenons en tant qu'organisation. Alors peut-être il peut avoir accès à des renseignements des avocats et les avocats du Canada devraient être très inquiets vis-à-vis qu'est-ce que ces dispositions représentent pour eux en matière du respect de la confidentialité qui existe entre les avocats et leurs clients. Je sais que plusieurs d'entre vous travaillent avec plusieurs clients qui franchissent des frontières dans pas toujours les meilleures circonstances. Des fois, il y a pas, ils n'ont pas d'options disponibles, sont en train de, de venir avec beaucoup, de franchir les frontières avec beaucoup de traumatismes. Alors, les délais ne sont pas pris en compte dans le projet de loi. Cela m'amène au deuxième point. Le projet de loi n'a pas mené les analyses de la violence fondée sur le genre. Et cela, c'est un engagement que le gouvernement nous avait fait, que tous les projets de loi et toutes les réformes politiques prendraient en compte ou l'analyse de la violence fondée sur le genre. Cependant, ce projet de loi a complètement échoué. J'aimerais retirer le point que Gary a mis en matière de réalisation de la migration, le discours public. Nous croyons, de la perspective de The Barbara Schleicher Clinic, les survivants et survivantes se retrouvent coincés dans ces situations de criminalisation de différentes manières. Alors, on voit la criminalisation des survivants et survivantes dans la matière d'immigration. On voit, on voit justement cette criminalisation des lois locales et aussi en matière de protection de l'enfance. Ce n'est pas une autre menace. Ça pourrait être la menace principale pour les communautés que nous desservons. Et cela va mener à un manque de protection. Est-ce qu'on devrait être inquiet? Oui, absolument. Ce projet de loi va compromettre notre capacité de desservir les survivants souffrants si ce projet de loi est entériné. Ça va nous forcer à réenvisager la prestation de services et comment on fait la collecte de données, alors les répercussions sont fort importantes et assez significatives. Alors, je suis d'accord avec Gary en matière du projet de loi et les différents échéanciers. Je pense qu'il est important qu'on comprenne les répercussions de ce projet de loi sur nos communautés et notre clientèle respective. Donc, si le projet de loi est renvoyé au mois d'octobre à une commission, on devrait être prêt à lutter contre cela. Mais avant de faire cela, on devrait parler à nos députés et partager nos inquiétudes vis-à-vis le dépôt de ce projet de loi. Merci beaucoup, Deepa. Vous avez couvert plusieurs éléments, y compris qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais surtout, Lisa, qu'est-ce que cette ou ce projet de loi représente et pour ceux et celles qui souhaitent déposer une demande d'asile? Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir d'être côte à côte avec des individus forts chevronnés. Alors, je suis chez Gauguin de la ville de Montréal, la patrie de plusieurs peuples autochtones et aussi les gardiens des terres et des eaux. J'aimerais vous pencher sur deux éléments que ce projet vise à modifier. Alors, euh, ce projet de loi vise à te pouvoir de faire une réforme des demandes d'asile. Elles sont en train de restreindre l'accès à la commission d'immigration des statuts des réfugiés parce que lorsque c'est tranché par, c'est une commission qui est indépendante. Et en vertu du projet de loi C2, alors des demandeurs d'asile devraient déposer justement pour une évaluation
une pré-évaluation. Alors, ce n'est pas une audience, ce n'est pas une demande à papier. Et cela, cette demande, ce serait renvoyée à l'IRCC ou des fonctionnaires et peut-être justement qui seraient aidés par un type d'un outil d'apprentissage de machine ou d'IA trancherait sur la demande. Très important que ce PRA, ce système de demande n'est pas c'est pas un remplacement, ça n'a pas été conçu de cette manière. Il n'y a aucune, il y a pas justement, il y a aucune manière d'interjeter un appel et les taux d'approbation sont très assez faibles et c'est en train d'ajouter beaucoup de complexité à un système assez complexe. Alors cela, ça va vraiment accroître la précarité auquel nos communautés font face. Alors, qui vont être restreints par cette modification? La première, c'est justement de mettre en œuvre cette interdiction d'un an arbitraire. Alors, toute personne qui s'est venue au Canada pour plus d'un an, ça se nous remonte juin 2020. Disons que vous êtes venu au Canada pour passer des vacances en de 2021. Les conditions ont évolué au sein de votre pays d'origine. Vous souhaitez déposer une demande d'asile, vous n'allez pas pouvoir le faire. Il est important de savoir que c'est beaucoup plus restreint de ce que les Américains utilisent. Et ça va en compte justement des normes des protections humanitaires et qu'est-ce qui est recommandé par la, la Commission des Nations unies en matière d'aide humanitaire. Alors justement que les gens qui sont en train de déplacer, les gens qui franchissent la frontière américaine, canadienne, puis ils déposent une demande. Alors, le gouvernement essaie de combler une lacune qu'ils ont créée suite à une entente avec les États-Unis, qu'on sait justement que cette recherche ne va pas avoir un effet, impact déterrant, mais ça va être très assez dangereux pour les demandeurs d'asile. Ça, c'est le premier ensemble de modifications. Alors, c'est pouvoir d'élargir les pouvoirs en matière des documents et autres. Ça a été proposé par l'ancien gouverneur Trudeau lors de l'énoncé de l'automne de 2024. Alors, ça va pouvoir annuler les visas des, des résidents permanents, temporaires, les visas d'études lorsque ça représente l'intérêt public. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, l'intérêt public? Alors, ça veut dire que le législateur a un pouvoir large, mais une de la volonté du gouvernement, c'est de pouvoir annuler des documents qui permettraient les individus de venir à la frontière pour venir au Canada. Disons que vous n'êtes pas un citoyen canadien ou canadienne et vos documents d'immigration ne représentent pas, ou ne sont pas l'importance qu'ils avaient auparavant. Disons que vous avez un membre de la famille qui est visant pour vous visiter ou que peut-être vous êtes justement détenteur d'un permis de travail que le gouvernement pour annuler immédiatement la possibilité de revenir au Canada. Alors, ça crée l'instabilité dans un système d'immigration qui n'est pas très prévisible. Vous pouvez imaginer le chaos que cela pourrait représenter pour les demandeurs à l'intérieur, à l'extérieur du pays. Il n'y a pas de processus d'appel. Et cela suscite justement des inquiétudes en matière d'une procédure équitable. Le dernier point que j'aimerais juste vous partager, c'est un point plus large. Le projet de loi est très large et très général. Alors, ça offre vraiment des pouvoirs sans conséquence et beaucoup des détails seraient assujettis à la réglementation qui serait développée par la suite. Et on pourrait seulement se demander comment ce gouvernement ou les prochains gouvernements pourraient utiliser le pouvoir. On doit se rappeler qu'une fois que le gouvernement a ses pouvoirs, ça va être très difficile de pouvoir les retirer. Merci beaucoup. Alors, comment considérez-vous ce projet de loi? Et comment ça peut avoir une incidence sur la population canadienne et comment ça pourrait avoir une incidence sur les organisations ou les organisations qui aident les immigrants. J'aimerais vous remercier pour m'avoir invité aujourd'hui. Alors, on est très inquiet vis-à-vis de ce projet de loi qui a été déposé. Je crois que le contexte représente des répercussions importantes et comment ça va être mis en œuvre. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu plus des pouvoirs de surveillance octroyés par ce projet de loi. Mais il y a des inquiétudes plus larges en matière de liberté civile. Le-
Alors, on croit justement ces inquiétudes qui touchent la frontière que les Américains ont lancées dans le forum public et que le gouvernement canadien cible semble en train d'utiliser pour justifier l'adoption des modifications du type américain. Ça touche justement des pouvoirs de surveillance et d'autres modifications que le projet de loi propose. Mais notre gouvernement souhaite avoir justement plus de pouvoir à cet égard et en prenant en compte ce contexte et le projet de loi assez préoccupant, et j'aimerais vous offrir plus de détails. Mais il y a aussi une inquiétude que ça, c'est en train de démontrer qu'il y a cette volonté de mettre en danger les libertés civiles. Alors, c'est aussi dans le contexte de notre relation américaine et peu stable. Ah, je veux juste réitérer que oui, c'est très important de pouvoir dénoncer ce projet de loi et de lutter contre ce projet de loi. Parce que si c'est renvoyé à sa lecture et et ça mène à d'autres modifications de ce genre. Mais pour revenir au projet de loi, Moi, je vais me concentrer sur la surveillance et le partage d'informations concernant ce projet de loi. Et donc, cela mène à beaucoup de préoccupations concernant la confidentialité, concernant aussi le contexte de ce projet de loi. Et le gouvernement est de plus en plus prêt à utiliser les migrants et les réfugiés comme bouc émissaire. Comme cela a été mentionné, je pense que ces pouvoirs de surveillance seront utilisés contre les migrants et les réfugiés et je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur trois éléments de surveillance liés au projet de loi. Deux concernent de nouveaux éléments et le troisième concerne la façon dont le projet de loi peut mettre en place une entente de partage d'informations avec des pays tiers et cela peut avoir des répercussions sur les migrants au Canada. Donc, tout d'abord, concernant les pouvoirs de surveillance que j'ai mentionnés, ce pouvoir permettra à des agences gouvernementales d'application de la loi, mais aussi de contrôle des frontières et d'autres agences de sécurité, permettra donc à ces agences de demander à d'autres euh, organismes, est-ce que des individus fréquentent ou ont accès à leurs services ou pas. Et cela contourne donc certains garde-fous que nous avons en place. Ces institutions n'auront pas besoin d'avoir beaucoup de justificatifs euh, pour avoir accès à ces informations. Il n'y aura peut-être même pas besoin d'un mandat. Et il y a aussi des provisions de secret qui sont associées. Il n'y aura que quelques jours pour remettre en question ce type de demande. Et c'est très difficile pour des organismes qui ont déjà énormément de travail au quotidien. Donc, cela lève donc des enjeux liés à la confidentialité, surtout pour les réfugiés, les migrants et les nouveaux arrivants. La provision sur le caractère secret, le fait qu'il faut remettre en question ces procédures de façon rapide, va aussi porter atteinte à la confiance qu'ont nos clients en nos institutions. Donc, pour ce nouveau pouvoir, tous les organismes seront concernés, les fournisseurs de santé, les banques, les fournisseurs de services en ligne, mais aussi les organismes qui aident les immigrés, réfugiés, tels que nos organismes. Donc, comment est-ce que nous pourrions anticiper l'utilisation de ces pouvoirs? Comme nous l'avons dit, nous voyons qu'il y a beaucoup plus de ressources et qu'il y a une volonté politique ici de, de s'en prendre aux migrants.
notamment par exemple pour ceux qui restent plus longtemps que ce qui est prévu par leur visa. C'est possible, par exemple, que ces agences-là contactent les organismes qui servent les immigrants pour voir quelle est leur durée de séjour autorisée. Et cela sera très problématique et ce ne sera pas juste. Et aussi d'un point de vue de la confidentialité, aura des répercussions négatives. Si ce pouvoir est utilisé de cette façon-là, cela va également compliquer les choses pour les fournisseurs de services, car nos clients, nos usagers, auront moins confiance en nous, car ils auront peur que leurs données soient partagées. Les fournisseurs de services qui refusent de répondre à ces demandes ou qui ne remettent pas en question la demande dans un délai de 5 jours pourront faire face à des sanctions criminelles, incluant des amendes. Un autre pouvoir qui nous préoccupe, c'est que ce projet de loi va permettre aux responsables d'immigration de partager des données sensibles et ce de façon large. Ils pourront, par exemple, partager le statut de réfugié et aussi les changements de sexe. Il s'agit là, en fait, de données qui sont généralement protégées et il s'agit de données sensibles, mais ces données pourront à présent être partagées au niveau municipal avec des entités gouvernementales, mais aussi avec des gouvernements étrangers. Car les entités qui vont recevoir ces informations pourront, dans le cadre d'ententes internationales, partager ces informations. Cela peut mettre en danger certains groupes de migrants ainsi que leurs familles à l'étranger. Surtout, donc, si toutes ces informations sont répandues, cela peut être très dangereux. Il faut s'assurer que les données ne sont pas partagées avec un gouvernement étranger qui va utiliser à mauvais escient ces informations. Nous aimerions empêcher que cela se produise. Ensuite, les changements de sexe, par exemple, peuvent placer des migrants et des nouveaux arrivants en danger direct. Il y a des risques de harcèlement, d'agression et cela peut aussi avoir un impact sur l'emploi et l'accès au logement. Et donc, cela nous préoccupe énormément. Le projet de loi pave aussi la voie pour que le Canada puisse mettre en place des ententes de partage d'informations avec différents pays, incluant les États-Unis, mais aussi d'autres pays, des pays qui ne sont pas bien classés au rang des respects des droits de la personne. Et il y a une tendance en ce moment dans différents pays, une tendance préoccupante, une tendance donc au sein de ces pays qui feront partie de l'entente de partage d'informations. Ces pays-là ont l'habitude d'utiliser ces informations pour s'en prendre à des migrants qui viennent d'arriver au Canada. Nous avons vu déjà des agressions euh, reportées par des nouveaux arrivants au Canada. Avec ces nouvelles législations, on ne pourra pas empêcher ce type d'utilisation d'informations à mauvais escient. Donc, nous pensons que les ententes qui vont être adoptées dans le cadre de ce projet de loi vont intensifier les attaques contre les nouveaux arrivants et les migrants au Canada. Nous avons des garde-fous liés à la confidentialité, liés au partage d'informations et le gouvernement lui-même a reconnu que ces garde-fous sont assez désuets. Dans le projet de loi, il n'y a pas eu de volonté de mettre à jour ces mesures de sécurité, ces garde-fous. Donc ici, le projet de loi vise à adopter de nouveaux pouvoirs, mais pas à mettre à jour et à pérenniser ceux déjà en place. Donc voilà nos préoccupations. Nos préoccupations donc liées à la surveillance, au partage d'informations. Mais comme je l'ai dit dans mon introduction rapide, nous sommes aussi préoccupés par cette tendance plus générale qui vise à
se servir des tensions bilatérales existantes pour, pour venir s'attaquer aux libertés civiles. Voilà, j'ai hâte d'en apprendre davantage et de partager avec vous. Merci beaucoup, Tamir, Dipa et Lisa. Nous avons couvert beaucoup de terrain, mais cela nous a tous montré ici euh, les multiples points que nous devons prendre en compte. Si cette législation est adoptée telle qu'elle, il y aura des préoccupations d'ordre majeur pour notre communauté. Par exemple, Tamir, vous avez dit comment les organismes comme les nôtres seront obligés de confirmer ou nier est-ce que certaines personnes ont eu accès à leurs services. Et cela pourrait avoir un impact sur, par exemple, leur déportation. Et il faudra partager des informations très sensibles, par exemple. Et il y aura des répercussions majeures sur les immigrés, les réfugiés et aussi les survivants de violences fondées sur le genre. J'aurais quelques questions d'autres. Merci de répondre de façon concise. Nous savons que ce gouvernement actuel est minoritaire, mais il ne manque que 4 voix. Et nous connaissons aussi le contexte général qui est très dur à l'encontre des réfugiés. Donc, ma question, c'est dans le contexte actuel pour les organismes, euh, donc, quel est le cadre que nous pouvons utiliser pour nous opposer à cette loi? Comment est-ce que les organismes tels que les nôtres peuvent prendre la parole et expliquer les tenants et aboutissants de ce projet de loi? Dis pas, pardon, Lisa, on va commencer avec vous. Oui, d'accord, merci. J'aimerais tout d'abord reconnaître qu'il y a des problèmes bien connus concernant le système de protection des réfugiés au Canada. Il y a des gros retards dans le traitement des dossiers, il y a un manque de confiance et il y a beaucoup d'organismes, des chercheurs et des particuliers qui ont proposé des solutions innovantes et peu chères qui sont alignées avec les valeurs canadiennes. Mais pour ce projet de loi, les chercheurs et organismes n'ont pas été consultés. Et ce projet de loi vient mettre en place de nouveaux problèmes. Et par exemple, le non-accès à la Commission de l'immigration et du statut du réfugié du Canada, cela va engendrer d'autres problèmes. Il y aura aussi des retards concernant les examens de risque avant envoi. Il y aura énormément de retards. Les entités devront faire face à des déportations, à des expulsions. Et donc, nous savons, après des années et des années de recherche, les impacts aussi sur les familles et sur les individus. Donc, le message que nous aimerions donner, c'est qu'il y a des façons de se trouver des solutions. Les gens ne s'en prennent pas à ce projet de loi parce qu'ils pensent que le système d'immigration fonctionne bien. C'est parce que ce projet de loi s'oppose directement aux droits de la personne et aux droits des réfugiés. Et j'aimerais ajouter le fait que nous devons combattre la mésinformation. Il y a énormément de mésinformation en ce moment. La peur, l'anxiété fait que les gens sont plus réactifs. Et il y a aussi des fausses dénonciations qui ont lieu en ce moment. Et nous savons que lorsque des gens sont exposés à des informations erronées, plus ils sont exposés, plus ils vont y croire. Donc, c'est important de présenter ce projet de loi et d'en parler. Et nous devons penser aux deux narratifs qui ne peuvent pas être normalisés. Premièrement, que les frontières canadiennes doivent être surveillées davantage. Non, c'est faux, car il y a déjà énormément de surveillance. Et ensuite, que le système de réfugiés est un problème. C'est également faux. Les crises existantes ne sont pas
liées aux réfugiés. Les crises existantes sont des crises qui émanent de choix politiques. Donc, les problèmes ne sont pas les réfugiés et pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face, nous ne devons pas prendre ce projet de loi. Merci beaucoup, Lisa. En effet, nous pouvons faire partie de la solution et les immigrés réfugiés, nouveaux arrivants, font partie de la solution et non pas du problème. Tamir, si vous devriez donner des conseils au caucus, par exemple, comment adopter ce projet de loi, quelles sont les préoccupations ou également les recommandations que vous aimeriez faire? Est-ce que ce projet de loi va résoudre le problème auquel fait face le gouvernement? Merci beaucoup. La réponse est non, cela ne résout pas le problème. Donc, si j'étais en train de parler à un élu, un député, pour dire que ce projet de loi est une erreur, je dirais plusieurs choses. Tout d'abord, le gouvernement a eu un mandat lié à l'élection et ce mandat visait à s'opposer à l'érosion des libertés civiles et le respect des migrants. Mais au lieu d'accepter ce mandat qui leur avait été donné, on nous propose un projet de loi qui vient éroder les droits des migrants. Donc, je pense que c'est important de mentionner cela. De façon plus générale, le gouvernement présente ce projet de loi comme étant une façon d'apaiser les États-Unis. Et le contexte qui est présenté est un contexte de préoccupation lié à la guerre commerciale avec les États-Unis. Et c'est important de mentionner que ces efforts d'apaisement ne fonctionnent pas. Tout ce qu'il y a dans ce projet de loi répond directement aux demandes des États-Unis et les demandes ne cessent d'arriver. Nous n'avons pas réellement vu d'apaisement de l'autre côté de la frontière. Les menaces liées aux droits de douane continuent de fuser. Et donc, ce projet de loi ne répond pas au mandat du gouvernement. Ensuite, lorsqu'on analyse le projet de loi, comme je l'ai dit et comme d'autres l'ont dit, il n'y a pas eu de consultation. Et donc, ces éléments vont mettre en danger la sécurité publique. J'ai notamment mentionné les normes sur la confidentialité et la surveillance, car ce projet de loi va permettre au gouvernement d'ordonner à certains organismes de changer leur façon de fonctionner pour faciliter la surveillance. Il y aura des risques de cybersécurité aussi en jeu. Le gouvernement n'y a pas vraiment pensé. Donc, c'est important de souligner le manque de consultation et aussi les répercussions peut-être imprévisibles. Donc oui, j'aimerais mettre l'accent sur le manque de consultation et les pouvoirs liés à la surveillance que pourrait s'octroyer le gouvernement ne sont pas nécessaires. Beaucoup de ces éléments qui sont introduits par ce projet de loi peuvent être, euh, peuvent être mis en place en utilisant des ressources de façon plus appropriée. En ce qui concerne l'érosion des libertés civiques, on pourrait mentionner aussi qu'ici, on se base sur des stéréotypes sur les migrants. J'aimerais faire un petit suivi. Comme tout le monde l'a vu, il y a une réaction très forte pour s'opposer à ce projet de loi. Et en fait, le gouvernement semble inventer des problèmes ici, certains problèmes. Est-ce que vous pouvez ajouter des propos? Est-ce que c'est ce que le gouvernement essaie de faire? Par exemple, les libertés civiques et le partage d'informations. Comment est-ce que vous présenteriez cela au groupe ici présent?
Est-ce que c'est vraiment la vraie préoccupation? Comment vous pouvez lier les différents enjeux? Merci, Gary. Donc, j'ai mentionné différents thèmes et c'est possible de les lier pour lier ces différents enjeux. Le manque de consultation, par exemple, c'est évident. Et cela montre qu'il n'y a pas eu euh, une réflexion approfondie. Ensuite, pour l'élément lié à la confidentialité, je pense qu'il faut repenser complètement ce projet de loi pour prendre en compte les préoccupations liées à la confidentialité. Il faut que nous soyons unis et que nous nous opposions de façon unie à ce projet de loi qui s'attaque à nos libertés et également qui s'attaque à toute la communauté des réfugiés et des immigrants. Donc, de façon très pratique, ce que nous espérons, c'est que ce projet de loi sera considéré comme une loi en entier lorsqu'il passera par le processus parlementaire pour que nous puissions aborder tous ces points en bloc. Par exemple, la confidentialité et la surveillance, le manque de consultation, les répercussions sur les migrants. Il y a énormément de répercussions. Le manque de considération qui aurait dû être intégré dans ce projet de loi nécessite que ce projet de loi soit refaçonné. Le fait aussi que beaucoup de ces problèmes pourraient être mieux résolus de façon moins intrusive, et car ici, ce projet de loi vient répliquer beaucoup des problèmes déjà existants. Comme Lisa l'a mentionné, il y a aussi des projets de loi liés à la surveillance qui entrent en jeu. Donc, je pense que c'est l'ensemble du projet de loi qui doit être repensé. Merci. Je vais demander aux participants de se préparer à poser leurs questions. Nous avons 20-25 minutes pendant lesquelles nous pourrons répondre à vos questions. Donc, si j'ai bien compris, c'est que Lisa et Tamir ont identifié. La prochaine question, c'est comment est-ce que nous pouvons nous assurer que ce projet de loi ne soit pas adopté? Peut-être qu'il y a des faits que le gouvernement n'a pas pris en compte. Dis pas, vous dites souvent que le gouvernement a une vision pour l'immigration. Quelles sont les idées que vous aimeriez partager? Tout d'abord, je pense qu'en tant que secteur, nous devons être unis et être conscients que nous pouvons stopper ce projet de loi. Si nous avons une approche structurée, nous pouvons avoir une force d'opposition assez forte pour mettre un terme à l'adoption de ce projet de loi. Nous avons par le passé connu du succès. Nous nous sommes opposés à des projets de loi qui n'ont pas été adoptés. Et la clinique Schleifer veut mentionner que les communautés desquelles nous parlons ici de personnes qui sont déjà traumatisées, de personnes qui sont victimes de violences, qui ont dû être déplacées. Leur accès aux ressources et à la justice n'est pas la même que l'accès à la justice des personnes qui n'ont pas fait face aux mêmes choses. Par exemple, le délai d'un an, si on est venu au Canada il y a un an, puis qu'ensuite on revient, comment est-ce que les gens vont survivre s'ils sont déplacés, qui viennent par bateau et qui se retrouvent à la frontière pour être protégés? Le Canada est signataire de nombreuses conventions liées à la protection des réfugiés et à la protection des survivants de violences fondées sur le genre. Donc, en tant que secteur, nous pouvons nous opposer à ce projet de loi. Je pense que parfois, nous avons peur et on se demande, est-ce qu'on a le droit de nous engager dans ces activités politiques?
Mais nous engager dans le dialogue de politique publique, c'est quelque chose qui est une activité louable pour nombreux d'entre nous. Surtout si c'est dans votre mandat. Si vous travaillez avec les migrants, les réfugiés, les personnes sans statut ou avec un statut précaire, cela fait partie de votre engagement, cela fait partie de vos articles d'incorporation, cela fait partie de votre mandat, de votre plan stratégique. Et donc, s'il vous plaît, levez la voix et opposez-vous à ce projet de loi. En ce qui concerne la promotion de l'engagement public, j'aimerais inviter tous mes collègues présents ici, tous ceux qui ont de l'influence et qui connaissent des médias qui euh, se concentrent sur ce type de thème, contactez-les, contactez vos communautés, car je pense que cela va changer la donne. Cela va permettre, ce projet de loi va porter préjudice aux nouveaux arrivants et aux personnes qui ont besoin de notre protection. Ici, ce projet de loi va aussi affecter les gens qui sont déjà ici, qui ont été ici depuis 5 ans. Cela va avoir des répercussions sur les mineurs aussi qui sont ici. Donc, cela ne va pas seulement toucher les personnes qui ne sont pas encore ici, mais aussi celles qui sont déjà ici. Tamir a mentionné cela et je l'ai mentionné aussi à l'ouverture. Pensez à cela. Comment est-ce que vous allez vous protéger et imaginez à quel point votre vie va être compliquée lorsque ce projet de loi euh, aura été adopté. Et imaginez que tout à coup, il y a une mise en demeure ou non, il n'y en aura même pas parce qu'il n'y aura même pas de demande de besoin de mandat. On va juste vous dire, donnez-nous des informations sur tel individu. Et vous allez devoir compromettre votre propre engagement, votre propre mandat, vos propres règlements. Donc, je vous encourage à discuter avec vos collègues, avec euh, vos, co- vos partenaires, avec le secteur privé aussi. Soumettez des recommandations. Faites aussi des briefages que vous pouvez partager. Si vous ne voulez pas vous rendre en personne, vous pouvez envoyer vos documents au Parlement. Donc, c'est vraiment un projet de loi qu'il va falloir contrer. Je sais que nous travaillons beaucoup sur euh, les projets de loi et nous travaillons beaucoup au sein de nos bureaux, mais ce que moi, je vais vous demander, c'est d'élargir votre bureau dans ce cas-là. Il va falloir que nous travaillions tous d'arrache-pied pour contrer ce projet de loi. Alors, je vois des questions dans la section questions-réponses. Ce n'est pas facile de regarder aussi le clavardage. Merci de mettre vos questions directement dans la section questions-réponses. Il y avait des questions un peu plus techniques et on a déjà répondu à ces questions. Il y en a une aussi dans le clavardage. Donc, si vous vous demandez ce qui s'est passé, où est passée votre question, allez dans la section questions répondues, answered. Il y a une question un peu plus large et d'ailleurs, Dipa, vous étiez en train de répondre. Il y a une question sur le rôle que jouent les agences qui servent les immigrants. Donc, en étant bénéficiaire des fonds de l'IRCC, comment devrons-nous réagir? Est-ce qu'il y aura des instructions, par exemple, sur la procédure à suivre? Donc, comment est-ce que vous répondriez à cette question? Ceux qui ont IRCC comme bailleurs de fonds, euh, comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire un plaidoyer contre ce projet de loi? Donc, la majorité des organismes sont financés par des entités gouvernementales. Faites du travail dans le milieu des politiques publiques. Vous
euh, s- vous assistez donc vos élus, vos députés. Donc, il faut comprendre ici qu'on n'est pas en train de s'opposer aux élus. En fait, on les aide à prendre la bonne décision. Donc, il faut changer de perspective. Nous les aidons à prendre les bonnes décisions pour les réfugiés, les immigrés. Donc, nous travaillons en tandem avec les élus en respectant donc les conventions nationales. Donc, nous ne sommes pas en opposition. Nous pouvons être opposés à un projet de loi, mais nous ne sommes pas en opposition. Nous soutenons les élus, nous les aidons à bien faire leur travail. Donc, c'est important de recadrer le récit. Et ensuite, ce que j'ai bien compris aussi dans la question, c'est quel est le type de plaidoyer qui est bon, qui est opportun. Mais demandez à vos conseils d'administration, posez la question au sein de votre conseil d'administration, regardez quels sont vos engagements dans vos articles d'incorporation et aussi euh, dans vos règlements. Si votre mandat, c'est de soutenir les réfugiés et les migrants, dans ce cas, vous êtes en mesure de défendre les droits des migrants et des réfugiés. Et si votre engagement, je sais pas, c'est d'avoir une boutique, par exemple, et il n'y a aucune mention de réfugiés et de migrants, bon, dans ce cas-là, euh, peut-être que vous ne devriez pas faire de plaidoyer contre ce projet de loi. Donner des recommandations de politique publique, cela fait partie de notre mandat. Et vous pouvez, bien sûr, naviguer cela avec votre bailleur de fonds. Et tout cela, donc, vise à recadrer le narratif. Ce n'est pas eux contre nous ou nous contre eux. Nous voulons tous avoir un meilleur endroit pour tout le monde, un meilleur pays pour tout le monde. Et donc, nous les aidons. Vis-à-vis de toutes les OBNL qui est aussi un organisme de bienfaisance, il n'y a aucune restriction pour faire le plaidoyer de la politique publique liée à votre mission. J'aimerais me répéter. Alors, il n'y a aucune interdiction au régisseur vis-à-vis votre capacité de faire le plaidoyer en matière de l'intérêt public avec les élus, avec les députés et les médias, notamment si c'est lié à votre mission. Il faut faire preuve de transparence en matière de communication. On a besoin de déclarer si vous avez rassemblé ou vous avez rencontré des membres du Parlement élu. Il y a une question qui a été posée dans la boîte de clavardage. Alors, comment est-ce que ce projet de loi va impacter les demandeurs qui sont déjà en processus d'obtenir ou de traiter leur demande? Pas ceux et ceux qui n'ont pas encore déposé une demande, mais disons que vous avez déjà eu une demande qui a été déposée auprès du CISR. Comment on va procéder? Je ne sais pas, comment répondre à ces questions. Peut-être vous êtes mieux placé à répondre à ces questions. Ça peut avoir une incidence sur les demandes qui sont déjà auprès de la commission. Il y a une question aussi dans la boîte de clavardage qui touche justement sur du fait où si, i- si ceux qui ont été sollicités de comparaître, offrir leur préface, comment vous pouvez procéder à cet égard? Alors, vous pouvez examiner le site web du gouvernement. Vous pouvez aussi vous inscrire aux alertes. Et je suis certaine que Gory et Debbie et les autres vont s'assurer qu'une fois que les audiences vont avoir lieu, s'ils vont avoir lieu au mois d'octobre, ils vont aussi partager ces renseignements avec le secteur à tous ceux et celles qui veulent faire un suivi du projet de loi. Je pense que le site web est très accessible. Je vous invite vraiment à mettre en place un Google Alert pour vous informer de cette comparution. Il y a une question qui a été posée plus tôt. Disons que le projet de loi est adopté
et quelles sont les modifications prioritaires que les organisations vont proposer. Alors, je pense que c'est quelque chose que plusieurs ont à l'esprit. Si le projet de loi est entendu par la commission, on va devoir réfléchir de comment on va devoir procéder. Avant de répondre à la question, je crois que on doit continuer s'opposer au projet et de mettre en lumière différentes problématiques de ce projet de loi. Alors, s'il y a justement des éléments justifiés qui pourraient être abordés, on pourrait le faire. Mais si ce projet de loi est entendu ou ils sont en train d'examiner la manière dont d'apporter des modifications, je crois que il va y avoir des ressources disponibles. Lisa pourra en parler davantage, mais la restriction d'un an aux audiences de demande d'asile, je pense que c'est un élément important à modifier. Du côté de la surveillance, je crois que les pouvoirs que j'ai énumérés, exigeant que les clients soient identifiés sans aucune protection en place, ça, c'est problématique. Et la police peut obtenir ces renseignements en respectant le processus, mais c'est vraiment un raccourci et c'est pas nécessaire. Il y a le partage de renseignements en matière du statut de réfugié et aussi en matière d'identité de gens. Il n'y a aucune justification vis-à-vis ces dispositions dans le projet de loi. S'il y a d'autres manières de s'attaquer à des inquiétudes vis-à-vis le partage de renseignements, on pourrait s'y prendre différemment. Mais je crois qu'il y a aussi des prévages. Je sais que mon organisation, d'autres, lorsqu'on arrive à la phase de commission, nous allons préparer des briefages avec des modifications, aussi de rencadrer les inquiétudes et aussi de reconsidérer toutes ces modifications proposées. Lorsqu'on s'approche à ce stade de processus, je crois que ça va exiger plus de coordination et on va pouvoir partager des ressources et de partager différents avis vis-à-vis comment on peut s'attaquer à différentes problématiques qui en découlent. Pour ceux et ceux qui sont en train de demander vis-à-vis qu'est-ce qu'on fait, nous avons partagé des boîtes, des différents liens, mais on va identifier différentes ressources disponibles, différentes actions qui doivent être prises. On va continuer avec les questions pour que ça va aider à tous. Tamir, j'ai une question pour vous. Il y a quelqu'un qui demande la question suivante. Alors, comment on peut identifier les gouvernements qui ont des ententes en matière de partage de renseignements? Alors, je sais que c'est une question qui touche plus à l'échelle internationale. Alors, est-ce qu'il y a une liste des pays qui ont conclu ces types d'ententes avec le Canada? Réponse, nous avons un lien. On sait qu'une entente qui a été négociée va mener justement à le partage de renseignements aussi avec les États-Unis. On le fait déjà, mais les Américains veulent plus. Mais ça, c'est problématique étant donné la conjoncture actuelle. Les autres ententes que nous allons conclure vont même pas mal nous permettre de, de déterminer avec qui on peut partager renseignements parce que tous signataires vont être forcés à partager renseignements. Dans le lien de ressources, il n'y a pas un lien ou un pôle unique. Mais vous allez voir dans les différentes ressources, ça va vous offrir des exemples des pays qui vont être signataires à ces ententes de partage de renseignements. Il y a plusieurs avec qui nous avons décidé de ne pas conclure des ententes de partage de renseignements, mais il n'y a aucune limitation. Il y a aussi eu un traité international. Ça comprend tous les pays qui sont signataires.
Si on est signataire à un de ces traités, ça va être très simple de savoir avec qui nous allons partager renseignements, mais il y a très peu de protection en place. Je sais que ce n'est pas nécessairement une réponse à votre question, mais ça vous donne une idée. Je pense qu'on ne sait pas contraignant. Je crois que ça, c'est l'inquiétude. Il y a deux questions qui visent à obtenir le plus de renseignements vis-à-vis le contexte auquel le gouvernement déclarait quelque chose comme étant d'intérêt public. De cette manière, le Parlement pourrait utiliser les pouvoirs octroyés. Alors, comment est-ce que le gouvernement va déterminer si quelque chose est dans l'intérêt public ou pas? Réponse. Alors, le libellé du projet de loi permet le gouvernement de mettre en arrêt les demandes, le traitement des demandes qui fait partie de l'inventaire et d'annuler et de suspendre les documents des groupes de migration. Alors, la définition de l'intérêt public a été décrite dans quatre catégories de base. Alors, les risques, l'immigration, l'équité des programmes. Deux, la sécurité ou des risques santé-sécurité aux Canadiens, Canadiennes, qui est le mauvais emploi programme. Désolée de vous interrompre. Quelle interprétation? Est-ce que vous pouvez répéter les quatre catégories, s'il vous plaît? Désolée. Je peux aussi vous partager ces renseignements par la suite. La première catégorie, c'est les risques en matière d'équité des programmes d'immigration. Deux, c'est des risques et les gouvernements financés par le gouvernement. Et trois, c'est des urgences à grande échelle. La raison pour laquelle je le lis à haute voix, c'est parce que cela peut être interprété de différentes manières. Alors, c'est très flou et ça offre des pouvoirs assez larges. Le gouvernement a déjà le pouvoir pour le faire, ils l'ont fait auparavant, mais je crois que ceci permet qu'ils sachent qu'il y a des défis lorsqu'ils ils vont annuler des documents, revoquer certains documents. C'est la raison pour laquelle ils souhaitent entériner cette loi. Il y a différents exemples qui ont été offerts par les différents débats parlementaires et justement des mouvements d'immigration réguliers, des systèmes d'erreurs pandémie, des erreurs de système. C'est assez large et ça exclut tous les demandeurs d'asile et qu'il n'y aurait pas d'impact immédiat sur le statut juridique de ceux et celles qui se retrouvent au Canada présentement. C'est ça ce qui a été partagé à date, mais mon interprétation est la suivante. L'intention, c'est de pouvoir de se défaire des arriérés parce qu'il y a des demandes de résidence permanente. Et cela, ça permettrait de pouvoir dire, d'accord, tout, toutes ces arrêts de demande ont été annulés. On va recommencer à zéro. Je crois que c'est une stratégie qu'ils aimeraient bien utiliser. Deux, il y a des gens qui ont des visas d'entrée de plusieurs ponts d'entrée et le gouvernement souhaite répondre à la conjoncture et par la suite d'empêcher les gens de venir au Canada et déposer une demande. On peut voir aussi que au mois de novembre, suite les, in- les directives aux agents ont été modifiées, que ce soit beaucoup plus contraignant vis-à-vis les visas qui sont octroyés. Maintenant, les agents doivent prendre en compte les considérations, les conditions de pays. Ils faisaient auparavant. Maintenant, c'est des directives beaucoup plus explicites lorsqu'ils sont en train d'émettre des visas et aussi ils encouragent les agents de voir justement un visa de disant plusieurs points d'entrée est applicable. Alors, qu'est-ce qu'ils visent à faire, c'est de rendre l'accès au Canada beaucoup plus difficile. Alors, c'est pour empêcher que des demandes d'asile soient déposées. Merci beaucoup. Alors, il y avait une question qui portait justement sur la surveillance pour s'assurer que ces éléments sont mis en place de manière équitable. J'aimerais rebondir sur les propos de Lisa. La seule surveillance qui pourrait être prise en compte en matière d'urgence, d'intérêt public, ça découle du cabinet.
Alors, un seul ministre ne peut pas décider tout seul que tu sais que cette classe de détenteurs de visa ou de résidents permanents, de réfugiés vont être annulés. Mais disons qu'ils ont le soutien du cabinet et dans le contexte actuel de la manière dont que notre démocratie fonctionne, c'est pas très difficile parce que à l'interne, il peut y avoir des désaccords, mais les gens sont assujettis à une pression par l'allégi- l'allégeance du parti. Donc, doivent offrir leur soutien. Mais ça, c'est la seule protection qui existe. C'est que le cabinet en paratière doit être en accord. Une clarification importante qui a été faite dans la boîte à clavardage est la suivante. Si vous n'avez pas encore eu votre audience et vous retrouvez justement avec le délai du mois de juin, peut-être vous allez retrouver justement dans le dépôt d'un an. Mais si votre demande déjà est entendue, vous n'allez pas vous retrouver coincé. Ça, c'est une distinction en vertu du projet de loi existant. Alors, il y avait une question qui a été posée plus tôt. Alors, c'est super de voir, il y a beaucoup de questions. Il y a une question, c'est pour vous, vite, à 10 pas. Alors, le projet de loi vise à répondre à cet enjeu des gens qui sont en train de franchir la frontière de manière adéquate ou inadéquate. C'est pas quelque chose qu'on soutient, mais comment on peut lutter justement, lutter contre les trafiquants et, et les victimes d'extorsion et de contrebande ou de trafic? Alors, comment pouvons-nous répondre à cette inquiétude qui touche sur le- la contrebande et les trafiquants? Alors, moi, je ne mettrais pas les trafiquants et les criminels nécessairement dans le même panier. Parfois, certains trafiquants font cela pour sortir des conditions de vie difficiles. Ce sont des personnes qui doivent elles-mêmes quitter leur pays. Mais donc, je ne mettrai pas dans le même panier les personnes qui font traverser la frontière et des trafiquants criminels qui mènent des activités illégales. Donc, les gens qui font traverser des gens à la frontière le font parfois par besoin, par nécessité. Et, euh, et donc, c'est important de distinguer cela. Lorsque quelqu'un a des ressources, lorsque c'est un pays stable, on va avoir un agent et puis donc il y a aussi des agences de voyage et donc on peut planifier un voyage. Mais lorsque vous voulez aller dans un pays et que dans votre pays, la situation n'est pas stable, mais vous allez voir des agents. Mais ce ne sont pas des agents de voyage, ce sont des agents en fait qui vous font passer la frontière et dans l'autre pays, c'est perçu de façon illégale. Donc, comment est-ce qu'on peut changer cela? Eh bien, il faut simplement simplifier le processus d'installation dans un pays. Il faut travailler avec les agences d'immigration, les agences qui servent les immigrés et en facilitant le, le fait de pouvoir rentrer dans le pays de façon légale et sûre. Cela permet de résoudre cette situation pour que ces gens-là n'aient pas besoin d'accéder à ces personnes qui font passer la frontière. Et parfois, c'est très compliqué parce que parfois, vous êtes marié au trafiquant ou par exemple, s'il y a eu un mariage forcé, vous avez été marié de force à ce trafiquant. Et donc, c'est une réalité, c'est une situation qui peut arriver. Je ne pense pas qu'un projet de loi tel que le projet de loi C2 qui vient supprimer
l'accès à la justice est une solution. Car il y a des problèmes vraiment majeurs. Il y a des expériences de migrants. Il y a aussi donc de ces réalités qu'il faut prendre en compte. Il y a des groupes de pensée, de discussion qui peuvent fournir des recommandations. Donc, lorsqu'on pense aux amendements, aux suggestions qu'on peut faire, je pense que c'est très, très important. Et d'ailleurs, Gori, vous l'avez mentionné, il faut simplement demander qu'il y ait une supervision de parties tierces. Nous avons besoin d'une entité indépendante. Nous avons besoin d'entités indépendantes qui vont superviser tous ces processus. Et donc, il y a des gens qui disent, mais c'est possible de faire une demande juridique. Oui, mais ça, c'est au cas par cas. Ce dont nous avons besoin, c'est vraiment d'avoir une entité générale indépendante, car toutes ces entités gouvernementales devraient être surveillées. Il faudrait que nous puissions avoir accès à des données générales qui nous montrent combien de visas ont été approuvés, combien de visas ont été supprimés, combien de personnes ont été déplacées. Combien de personnes ont reçu l'autorisation d'accéder au pays? Et nous n'avons pas d'organes indépendants. Et nous devrions tous demander cela, d'avoir une entité indépendante qui supervise ces processus. Alors, je vois qu'il nous reste 10 minutes et j'aimerais qu'on revoie l'appel à l'action. Donc, ce qu'on vous encourage à faire, je sais qu'il y a plus de questions et vous aimeriez avoir d'autres informations. Je vais essayer d'identifier certaines ressources clés. Je n'ai pas de lien ici. Peut-être que une personne dans le clavardage aura le lien. Il y a une plateforme sur le projet de loi C2 qui rassemble différentes parties prenantes du secteur et d'autres secteurs. Dès le départ, je précisais que nous avons un réseau qui rassemble les organismes de la santé, des organismes juridiques, la communauté LGBTQ. Nous avons des organismes qui servent les migrants. Et donc, nous nous rassemblons et nous essayons de voir quelles sont les ressources que nous pouvons créer. Et donc, il y a aussi un répertoire que vous pourriez rejoindre et vous allez recevoir la brochure et il y a aussi des rencontres du comité. Et donc, ça, ce serait une bonne façon d'obtenir des ressources. Je vais demander à quelqu'un de mettre le lien dans le clavardage. Comme ça, vous pourrez vous identifier, vous enregistrer. Et donc, c'est une plateforme où vous pouvez partager vos informations pour celles qui sont membres d'organismes fêtières provinciales. Et si vous n'êtes pas membre de CCR, vous pouvez demander une trousse d'action. Nous avons fait une trousse d'outils qui vous apprend à contacter vos députés. Tous les organismes membres du CCR ont reçu cette trousse d'action qui vous apprend comment contacter les députés. Il y a une liste de ministres et de sénateurs. Et donc, oui, on vous encourage d'écrire à votre député, car nous voulons qu'il y ait vraiment un effet boule de neige. Nous aimerions que tous les partis entendent la même opposition. Donc, nous aimerions que vous écriviez à votre député local ou à votre ministre. Mais dans la trousse d'outils, nous avons aussi identifié les différents élus, les différents députés par organisme. Et il y a aussi un guide sur comment rédiger un message. Et il y a aussi une page que vous pouvez imprimer et distribuer. Vous pouvez le distribuer à votre député
ou vous pourriez aussi distribuer cette page à un voisin ou aux membres de votre organisme. Donc, si vous êtes un membre de la du CCR, vous avez déjà reçu la trousse. Et si vous êtes membre de notre réseau, mais pas du CCR, nous allons pouvoir partager le lien avec vous. Et vous pouvez aussi nous écrire et on va partager donc cette trousse d'action avec vous et je vais partager le courriel dans le clavardage. OCACI aussi va développer une trousse d'outils qui sera envoyée à ses organismes membres. Ou peut-être qu'on va utiliser le même. Aussi, l'Organisation des libertés civiles canadiennes ont aussi une trousse d'outils. On va pouvoir mettre le lien dans le clavardage. Il y a un lien qui est un lien omnibus. Je pense que Amy l'a publié à plusieurs reprises dans le clavardage. Je vais appeler ce lien-là toutes les ressources. En fait, c'est un document Google, un document Drive. Et là, vous pouvez voir où est-ce que vous pouvez trouver une lettre d'action. Il y a des lettres d'Amnesty, des lettres de CCR, du réseau des droits de migrants. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'écrire une seule fois. Vous pouvez écrire à plusieurs reprises. C'est comme ça que fonctionne la démocratie. Il faut qu'il y ait du volume. Si vous envoyez une lettre, par exemple, à Amnesty, depuis la plateforme Amnesty, la semaine d'après, vous pouvez l'envoyer depuis la plateforme du CCR, par exemple. Vos amis, vos proches, vos membres de famille peuvent envoyer des lettres aussi. Le kit, la trousse de ressources aussi sera utile pour écrire à votre député. Et ensuite, nous aurons aussi une mobilisation publique le 20 septembre. Ce sera après que le Parlement aura rouvert ses portes. On voit ici vraiment un plan de militariser les frontières. Il s'agit d'éroder les services dont ont besoin les gens. Le gouvernement devient plus austère. On réduit l'accès à l'éducation, aux soins de santé. Tout ce contexte-là, cette législation est extrêmement dangereuse. Et donc, nous allons nous mobiliser contre cela. Nous allons nous mobiliser pour la paix, pour la planète. Et nous allons aussi parler de la guerre, du génocide, le génocide en Palestine, la militarisation de nos océans, la militarisation de nos frontières, l'action pour le climat et aussi les attaques contre les services sociaux. Donc, nous sommes attaqués de tous bords et c'est important de se mobiliser le 20 septembre. Et dans le contexte de cette mobilisation, vous pourrez aussi parler contre la loi C2. Donc, rassemblons-nous le 20 septembre partout où nous le pouvons. Est-ce qu'il y a des ressources que nous voulons identifier? Le dernier élément, et ensuite, je vais donner les mots de clôture aux panélistes. Donc, pour les autres secteurs, si vous avez des contacts dans le milieu médical, le milieu éducatif, le milieu du logement, vous pouvez les encourager à en apprendre davantage sur ce projet de loi et les encourager à s'impliquer, car nous devons avoir un pouvoir collectif dans de nombreux secteurs pour montrer aux politiciens que nous disons non au projet de loi C2. Je redonne maintenant la parole aux panélistes. Quelles sont vos dernières pensées? Tamir, à vous? Une phrase chaque. Bon, une phrase. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci de vous opposer au projet de loi C2. Et il y aura vraiment des problèmes de liberté civile ici au Canada. Et si vous ne parlez pas maintenant, on va devoir y faire face pendant des années à venir. Merci de m'avoir écouté. Lisa? Donc, même si vous faites confiance au gouvernement actuel, imaginez-vous euh, ce pouvoir dans les mains d'un autre gouvernement. Imaginez un gouvernement conservateur à l'avenir. Est-ce que vous seriez à l'aise que ce gouvernement-là ait ce type de pouvoir? Cela fait très peur et nous devons prendre cela au sérieux. Dis pas.
Oui, je dirais, et aussi ce qu'a dit Tamir, je vais le dire en ourdou. Cela signifie que les moments, lorsqu'on prend quelques moments pour faire des erreurs, on doit en subir les conséquences pendant des siècles. Donc, agissez maintenant, parce que si vous n'agissez pas maintenant, ce seront des années et des années, de conséquences auxquelles nous ferons face. Je dois croire, euh, en, la- en- en tout ce que nous avons en place, mais je pense qu'une des solutions sera vraiment d'avoir une entité tierce indépendante. Merci, Dipa. Nous ne pouvons pas sous-estimer le pouvoir de la mobilisation publique. Oui, nous avons de la législation, le gouvernement a mis en place ce projet de loi, mais sachez que le gouvernement a déjà été surpris par le niveau de réaction et le niveau d'opposition actuel. Les gens estiment que ce projet de loi n'est pas la bonne direction pour leur pays. Lorsqu'il y a eu l'élection fédérale, nous avons demandé à ce que le gouvernement nous représente et représente les droits de la personne. Mais ceci, ce n'est pas ce que nous avons demandé. Personne n'a demandé ce projet de loi. Et grâce à la mobilisation à travers différentes communautés, nous allons pouvoir y arriver. Et il va falloir se mobiliser à grande échelle pour envoyer ce signal, pour dire que ce n'est pas la législation que nous voulons et ce n'est pas le pays que nous voulons bâtir ensemble. Débit à vous pour les remerciements et l'allocution de la fin. Quelle session dynamique. Merci beaucoup. Merci pour la modération, Lisa, Tamir, Gori, Tipa. Merci aux participants. Merci à tous ceux qui ont participé dans le clavardage. Merci aux inscrits. Nous avons reçu énormément de courriels. Comme vous le savez, le webinaire a été enregistré et il sera disponible sur la chaîne YouTube de Cassie. Et on vous encourage à donc nous contacter pour recevoir des mises à jour de ce projet de loi. Faites ce que Lisa a dit, écrivez à vos députés et dites-leur que vous êtes contre le projet de loi C2. Donc, restez à l'affût pour avoir plus d'informations. Merci encore à tous nos collègues des organisations fêtières. Merci. Continuons notre beau travail. Et rappelons à nos collègues qu'en tant que secteur, nous pouvons créer un monde équitable. Nous avons encore du travail à faire et nous avons l'obligation de nous assurer qu'il y aura un mouvement progressiste et l'égalité au Canada. Et bonne fin.